In der Nacht vor allem zu den Alpen noch Schnee. In der Nacht vor allem zu den Alpen noch Schnee. In der Nacht vor allem zu den Alpen noch Schnee. Soyez les bienvenus sur First TV Africa. Merci de nous rejoindre dans votre émission Au cœur du monde pour parler d'actualité internationale. Première articulation donc de cette émission, nous aborderons la situation électorale au Sénégal et en seconde articulation, nous parlerons de la crise qui paralyse l'enseignement primaire, secondaire et supérieur en Côte d'Ivoire avec bien sûr d'autres articulations concernant donc la situation au Venezuela et la rencontre entre le président américain Donald Trump et le président nord-coréen. Alors pour en parler donc dans cette émission, nous sommes avec monsieur Serge Nedro, expert et spécialiste en politique internationale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Nous en parlerons également avec Christian Nassé, journaliste. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et puis à vos côtés, nous avons monsieur Lo, opérateur économique et représentant du parti PASTEF en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors monsieur Nedro, au Sénégal ce week-end, plus précisément donc ce dimanche, plus de 6,7 millions de Sénégalais étaient donc attendus aux urnes pour choisir leur président. 5 candidats étaient donc en lice, à savoir Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang et El Hadj Sall. Tous ont voté ce dimanche dans le fief et au sorti donc de cette journée électorale, aucun résultat officiel n'a été dévoilé par la Commission nationale électorale locale. Mais depuis hier nuit, le Premier ministre Mahamad Abdallah a pris la parole au siège donc de campagne de Macky Sall à Dakar pour revendiquer la victoire dès le premier tour du président sortant. Il dit, je cite, sur la base des résultats que nous avons compilés, il faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection avec un minimum de 57% des voix, a-t-il affirmé dans un discours plusieurs fois interrompu par des cris de joie des partisans donc du président sortant. Alors, pensez-vous que c'est une bonne méthode comme ça d'annoncer des résultats sans même que la commission électorale ait donné les résultats provisoires ou définitifs? Merci beaucoup de nous inviter sur votre plateau et de décrypter l'actualité africaine et l'actualité internationale. Il faut dire que le Sénégal a été toujours un exemple démocratique à sous-région et même cité un exemple en Afrique. Et donc ce qui s'est passé, je crois bien, hier, était une première au Sénégal parce que durant les élections passées, nous avons vu que les différents candidats qui succédaient attendaient d'abord la proclamation des résultats par la commission électorale avant, bien entendu, de féliciter soit le vainqueur ou d'annoncer soit sa défaite propre. Donc c'est une première, mais en même temps, ce qui fait qu'actuellement, il est dit qu'il y a une certaine peut-être inquiétude au bout de ce scrutin parce que c'est du jamais vu. Nous voyons une polarisation carrément de la population en fonction de chacun. Et vous voyez aujourd'hui, par exemple, il est dit au Sénégal que chacun des candidats a fait son meilleur score dans ces différents bastions. Donc nous voyons qu'on s'avance vers, j'ai envie de dire, un cloisonnement politique clanique et qui peut peut-être donner un lendemain un peu difficile face à ces élections. Mais il faut aussi dire que le Sénégal a l'habitude de ces grands événements et nous croyons que les grands esprits vont prendre le dessus et le Sénégal va sortir encore plus grandi
de cet événement électoral, sinon j'ai envie de cette joute électorale. Okay. Est-ce que ce genre de déclaration ne peut pas appeler à un soulèvement de la part des opposants, déjà que hier nuit, les deux principaux opposants, Macky Sall, à savoir donc et Idrissa Seck, ainsi que les deux opposants Idrissa Seck et Ousmane Sonko avaient donc qualifié là de confiscation du pouvoir et sont donc persuadés d'un second tour, à défaut contestation et appel à manifestation. Tout à fait, ça amène des difficultés parce que quand la commission électorale n'a pas encore annoncé les résultats et qu'on se presse à annoncer les résultats, ça crée, j'ai envie de dire, une crispation au niveau politique dans le pays, au niveau social. D'autant plus que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, nous avons affaire à des positions claniques qui se font voir. Chacun a gagné dans sa région. Même là où, en Casamance, où le président Macky Sall a donné tout le meilleur, tout ce qu'il pouvait faire pour pouvoir remporter la victoire là-bas, on a vu qu'effectivement, c'est le jeune Ousmane Sonko qui a gagné dans cette région. Donc, on voit bien entendu qu'il y a une réalité qui est là et cette façon de faire peut créer une certaine confusion. Et nous avons vu tout de suite la réaction des opposants. Les opposants, je crois bien, on dit tout de suite qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité pour un seul candidat d'être vainqueur au premier tour, qu'il faut absolument voir en face la possibilité d'un second tour et que ce second tour est déjà acté. Et ça, c'est le mot qui est très important et c'est pour ça que je dis que nous partons vers peut-être une crispation politique et cette crispation politique peut créer, bien entendu, j'ai envie de dire, un lendemain un peu difficile et surtout, j'ai envie de dire, imprévisible pour le Sénégal. Pour vous, second tour, ça sera qui Macky Sall ou Ousmane Sonko ou Idrissa Seck? Bon, pour le moment, on ne peut pas parler de second tour. Nous ne faisons que suivre ce que la commission électorale sénégalaise va dire. Mais nous essayons de commenter les tendances qu'il y a. Et nous voyons qu'actuellement, il y a une tendance assez claire. Il y a un trio en tête. Macky Sall, l'ancien Premier ministre, je crois, Idrissa Seck, pardonnez, et puis Ousmane Sonko. Donc c'est le trio qui est là actuellement et on voit très bien qu'avec ce trio, forcément va se dégager un second tour peut-être, mais attendons de voir les résultats qui seront annoncés et je pense que les résultats sont annoncés de bout en bout. Ce matin, j'étais sur la RTS, qui est la télévision nationale sénégalaise, et je suivais de bout en bout des résultats qui tombent à chaque fois et je pense que nous allons forcément vers soit un second tour qui se fait voir, mais en même temps, attendons de voir la consolidation de tous les résultats avant de nous prononcer. Qu'en est-il des deux autres candidats? N'ont-ils pas fait de très bonnes campagnes? Ont-ils échoué quelque part? Non, il faut dire que les deux candidats ont fait une très bonne campagne également. C'est des candidats assez, quand même, j'ai envie de dire, celui de 65 ans, le candidat le plus âgé de tous, il a fait une bonne campagne, mais en même temps, n'avait pas vraiment ce aura-là auprès de la jeunesse. Parce qu'il faut dire qu'il y a quand même, la population sénégalaise, il y a plus de 50% qui ont 20 ans ou moins de 20 ans. Exactement. Donc, c'est des jeunes. C'est pour cela que nous voyons la percée spectaculaire du candidat Ousmane Sonko, parce que non seulement c'est un candidat anti-système qui se présente comme tel, et qui parle même de la sortie du franc CFA, et un certain nombre, j'ai envie de dire, de points qu'on ne touchait pas au Sénégal avant, en parlant de corruption, et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire qu'il a eu à toucher la jeunesse, et vous voyez que le taux de participation a augmenté. On parle aujourd'hui de 60%. 60% du taux de participation à une élection. Ça veut dire que l'élection a attiré beaucoup de monde et je pense que tout le monde était à cette élection et ça s'est vraiment bien passé. Donc on va voir ce qu'il en est. Sinon les deux ont bien fait leur campagne, mais je pense qu'ils n'ont pas touché la majorité de la population qui est une population jeune et qui veut en finir en découdre peut-être avec la vieille classe politique qu'il y a. Et c'est un peu la tendance actuellement. Ce n'est pas seulement au Sénégal, mais c'est la tendance dans tous les pays du monde entier, dans toutes les démocraties. On sent un renouvellement de la classe politique dans les différents pays et ce renouvellement de la classe politique est en train de se faire. Et nous pensons que peut-être que le Sénégal va créer la surprise en rejoignant les pays qui ont renouvelé leur classe politique, comme on le voit en France, comme on le voit un peu partout. Donc, mais attendons de voir. Je pense que la consolidation des résultats appartient à la commission électorale et
elle est à pied d'œuvre et je pense qu'on aura les résultats d'ici vendredi. D'accord. Avant donc de voir la déclaration du Premier ministre Mahamad Abdallah, alors vous, Christian Nassé, quelle appréciation apportez-vous à cette déclaration? Je pense que lorsqu'on regarde un peu la déclaration du Premier ministre sénégalais, je pense que ça vient quand même jeter un peu l'huile sur le feu. Parce que déjà que le pays est en attente des résultats présidentiels et ils ne sont pas encore sortis, il y a des institutions qui ont été désignées pour le faire et il se permet en fait de faire une telle déclaration, vraiment au vu des institutions qui existent au Sénégal. Je pense que ça vient quand même perturber un peu et surtout notre orateur tout à l'heure a parlé de démocratie au Sénégal. Le Sénégal est réputé quand même pour une certaine démocratie. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de trou électoral au Sénégal et je pense que ça peut conduire le Sénégal vers une crise post-électorale. Parce que lorsqu'on observe un peu les réactions, même sur Internet et tout, on sent quand même que c'est ce que les Sénégalais craignent. Voilà. Et je vais prendre même le cas parallèle au Nigeria en ce moment. À peine les élections terminées, il y a des violences qui ont éclaté et tout. Je pense que quand même que c'est une déclaration assez osée. Assez osée et qu'on a du souci à se faire. C'est une déclaration assez osée. Alors là, je vous invite, messieurs, à revoir donc la déclaration du Premier ministre et on se retrouve tout juste après pour continuer cet entretien. Mais en compilant l'ensemble des départements du Sénégal, aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un minimum de 57% pour le candidat, le président Macky Sall. Et je voudrais féliciter, au nom du peuple sénégalais, au nom de la grande coalition de la majorité présidentielle, la coalition Benno Bokk Yakaar, notre candidat. Et je suis sûr que dès demain, il se mettra au travail pour continuer ce travail important pour notre pays. C'est à l'instant donc la déclaration du Premier ministre qui annonçait donc la victoire du président Macky Sall. Alors Monsieur Lo, vous qui êtes sénégalais, comment est-ce que vous réagissez face à de telles déclarations? Mais écoutez, cette déclaration vous paraît être la première alors que ce n'est pas la première fois que le Premier ministre prend position dans des histoires qui ne sont pas encore totalement finies, qu'il donne son point de vue ou bien en tout cas qu'il dise ce qui doit arriver. Par exemple, juste au moment avant les dépôts des candidatures, avant même que le Conseil constitutionnel valide si telle ou telle personne sera candidat ou pas, il avait déjà prononcé une semaine en avance qu'on n'aurait que 5 candidats au Sénégal. Et en réalité, quand le travail a été fini, effectivement, on a trouvé que ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est fait. Donc, c'est juste pour vous dire que nous, on a en face de nous un régime un peu, je ne peux pas dire que c'est un régime de dictature, mais bon, ça ressemble un peu à ça. Parce que ce n'est pas la première fois. Dans le dossier de Karim Wade, avant même que la justice finisse de dire ce qui va se passer sur le dossier, le ministre de la Justice lui-même, étant membre du régime actuel, avait dit que Karim Wade sera condamné. Et effectivement, il a été condamné. Karim Wade a été condamné. Et pire, sur le dossier de Khalifa Sall, la même chose. Beaucoup de responsables de ce régime avaient dit que Khalifa Sall ne fera pas partie de ces élections. Effectivement, au finish, on a vu que Khalifa Sall ne fait pas partie de ces élections. Donc c'est une habitude chez eux de forcer les choses. Je vous dis que les élections présidentielles au Sénégal aujourd'hui, c'est facile à comprendre. Depuis 2012, depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, il n'y a jamais eu de consensus entre le pouvoir et l'opposition. D'accord. Et de 1960 jusqu'à nos jours, toutes les élections qui ont eu lieu au Sénégal, 6 mois avant les élections, au minimum, l'opposition et le parti au pouvoir s'accordent sur des consensus pour aller aux élections. C'est pourquoi d'habitude, toutes les élections qui ont eu à passer au Sénégal, en tout cas dans l'histoire récente qu'on a vécue, avant 20 h, le perdant appelle le gagnant pour le féliciter. Parce que tout simplement, les conditions ont été établies à 2. D'accord. Et on était tombé d'accord sur ça. Mais sur ça, depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a jamais eu de consensus. L'État a toujours fait ce qu'il a voulu. Et avant ces élections, il y a 4 mois, ils avaient déjà déclaré qu'ils gagneraient à 54% des élections.
au premier tour à 54%. Et ils sont toujours dans la logique de le faire. Donc c'est pour juste dire que c'est désolant qu'un Premier ministre quand même puisse se permettre de donner des chiffres aussi élevés comme ça, juste entre 22h et 23h après les élections, où les 1/3 même des bureaux de vote n'avaient pas encore fini de donner le résultat. Est-ce que vous pensez que le pouvoir en place est corrompu? Écoutez, au Sénégal, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si vous avez écouté hier le président Idrissa Seck et le président Ousmane Sonko, aucun d'entre eux n'a parlé des résultats. Ils ont juste appelé aux gens de se calmer et qu'aucun parti n'a le droit de donner des résultats. Seul le Conseil constitutionnel ou bien la Commission nationale chargée des élections est habilité à donner des résultats. Donc un Premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui se permet à 22h, à 23h de donner des résultats, c'est qu'évidemment il y a un forcing qui se prépare. Mais mieux, je vous dis quelque chose. Au Sénégal, il y a deux télés qu'on appelle, il y a la télé de Youssou Ndour qu'on appelle TFM et la télé de Bougane Gueye qu'on appelle Sen TV. Et en même temps que la télé de Youssou Ndour était en train de donner des résultats, Bougane Gueye aussi avait une émission et était en train de donner, là-bas aussi on donnait des résultats. Et du coup, on a vu que la gendarmerie est venue encercler la Sen TV. Parce que tout simplement, les résultats qu'ils donnaient n'étaient pas favorables au parti au pouvoir. Par contre, chez Youssou Ndour, qui est membre de Benno Bokk Yakaar, partisan de Macky Sall, là-bas on donnait des résultats qui étaient favorables. Mais pourquoi la gendarmerie se permet de venir encercler chez Bougane la Sen TV, alors que c'est Youssou Ndour, ça ne s'est pas fait? Quel est le problème? Donc du coup, on assiste déjà à un forcing. Et depuis 12 heures, hier, l'État a mis l'armée en alerte maximum. Ce qu'on n'a jamais eu lieu, ce qui n'a jamais eu lieu au Sénégal pendant des élections. Donc tout ça, le résumé, montre nettement qu'il y a eu une corruption, il y a eu un forcing est en train de se préparer pour dire que forcément le pouvoir en État va gagner les élections. Parce que tout simplement, ils savent qu'au deuxième tour, c'est vraiment bouclé. Alors, en attendant que la réalisation nous permette de voir les différents programmes économiques de ces 5 candidats, M. Serge Nedro, est-ce que vous êtes d'avis avec M. Lo? Est-ce qu'on peut affirmer que le pouvoir en place est corrompu? Bon, on ne parlait pas forcément j'ai envie de dire, de corruption dans toutes les démocraties, sinon dans tous les États africains. On le sait, le problème récurrent, le problème le plus important, c'est le problème de la corruption. Ça, c'est connu de tous. Même les rapports des institutions de Bretton Woods en parlent. La Banque mondiale indexe tout le temps les États africains pour dire non, il faut balayer la corruption. Donc, forcément, ça existe. Mais le gros problème aujourd'hui, en fait, qui se passe au Sénégal, et que comme il a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu soit de consensus dès le départ, et puis aussi ce qui a mis en mal, je pense bien, le président Macky Sall, c'est que on parle de croissance économique par exemple au Sénégal, comme on le voit avec les grands travaux qui rentrent un peu dans le cadre des calculs techniques en fait des institutions britanniques qui donnent, je crois, le chiffre de 7% de croissance économique au Sénégal. Mais cette économie n'est pas, j'ai envie de dire, perçue par le pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc du coup, il y a là un argument pour dire, techniquement, j'ai fait un travail économique performant, mais socialement, les populations disent, mais socialement, le bilan n'y est pas. Vous voyez un peu. Donc, quand il y a une déconnexion entre vraiment la politique économique qui est menée et la politique sociale, ou bien la politique économique et le pouvoir d'achat de la population, donc il y a une certaine difficulté qui va forcément naître. Maintenant, la question de du forcing ou du forçage dont parle le représentant de monsieur Ousmane Sonko, c'est ça, de monsieur Ousmane Sonko. Voilà, il faut dire aussi c'est un opposant qui parle, hein, donc c'est normal. Donc je pense que effectivement il y a une alerte maximale qui a été donnée, mais elle a été donnée d'après les gouvernants, d'après ce qu'on a, elle a été donnée dans le but de sécuriser les élections qui sont quand même bien déroulées
mais aller dans un processus de sécurité maximale parce qu'il y a une polarisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un clivage total des tendances et des positions politiques actuellement. Donc, on analyse cela comme étant effectivement un acte de forcing lorsqu'on est dans le camp de l'opposition. On analyse aussi cela comme un acte de sécurisation totale des élections à cause du clivage qu'il y a, des positions qu'il y a. Et donc, de part et d'autre, il y a une analyse qui se fait. Maintenant, bien entendu, il y a forcément de la corruption, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au Sénégal, il y a un certain nombre de choses et c'est pour cela que le président Macky Sall a dit « Je fais de la lutte contre l'impunité mon cheval de bataille ». Et c'est ce qu'il a fait en menant des enquêtes, je crois bien sûr le maire de Dakar, Khalifa Sall, et qui a été écarté. Mais en réalité, à la lecture de ce qui a été prononcé comme décision de justice, tout le monde parle, cela apparaît devant tous les spécialistes, tous les experts, que c'est une façon d'utiliser la justice et d'écarter les opposants les plus percutants, tels que Khalifa Sall, tels que Karim Wade, et ainsi de suite. Et nous partons vers là. Mais généralement, j'ai envie de terminer sur ceci. Généralement, il faut dire qu'au Sénégal, si je ne me trompe, les présidents ont eu facilement quand même à faire les 2 mandats avant de partir. C'est ça, généralement. Voilà, généralement, il y a eu ça, il y a eu cette tradition de ce qu'on va vers les élections où on laisse le président aller au 2e mandat. Maintenant, le piège qui s'est refermé sur le président Macky Sall, c'est que à son élection, ou à son premier mandat, le président Macky Sall a dit, selon le candidat d'alors Macky Sall a dit, je viens pour faire un seul mandat. Ça, c'était son... Et il a même critiqué, si je ne m'abuse, du fait que le septennat était vraiment très long pour un président de la République. Il fallait le réduire en quinquennat, je crois bien. C'est ça. Ouais. Donc, il y a eu ce piège-là. Et après, du coup, on attendait une position claire du président qui partait vers la fin de son premier mandat. Et donc, qui a démontré à tout le monde que oui, je veux faire un 2e mandat. Donc là aussi, il y a eu, j'ai envie de dire, une déconnexion à ce niveau. Et vous voyez que les mouvements patriotiques qui avaient soutenu Macky Sall dès les premières élections en 2012, tels que Y'en a marre, aujourd'hui, on n'entend pas tellement le cri de ces mouvements patriotiques autour du président, sauf peut-être Youssou N'Dour qu'on attend un peu, même si c'est... Oui, allez-y. Même si c'est... Oui, vas-y. Bon, évidemment, il faut la comprendre que tous ceux qui étaient les amis de Macky Sall hier sont devenus ses ennemis. Exactement. Pour une simple raison. Moi-même y compris, parce que ce qu'ils nous avaient dit n'ont pas été respectés. Et j'ai eu cité un certain nombre de points qui sont très importants qui n'ont pas été respectés. Par exemple, je cite, il avait dit, si je deviens président du Sénégal, ce mandat en cours de 7 ans, je le ferai en 5 ans. C'est lui qui nous a dit ça. Effectivement, il ne l'a pas fait. Macky Sall nous avait promis de gouverner une gouvernance sobre et vertueuse. Ce n'est pas fait. Macky Sall nous avait promis de gouverner avec 25 ministres. Ce n'est pas fait. Aujourd'hui, on est environ à 90 ministres. À 90 ministres dans un petit pays comme le Sénégal avec environ 15 millions de personnes. Macky Sall nous avait promis l'état de droit, ce qui est vraiment déplorant. Voilà, car le peuple qui était là, il a vraiment fait le contraire. Et il y a 2 points qui sont très sensibles, c'est M. Karim Wade ou M. Khalifa Sall. M. Karim Wade, je cite, vrai, c'était une demande sociale quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, parce que chaque Sénégalais le voyait d'un certain confort et tout. On a voulu comprendre de quoi il s'agissait. Et il y avait 27 personnes qui étaient citées dans la liste qui devaient être arrêtées et devaient être sujet d'enquête. Malheureusement, sur ces 27 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui a été une fois arrêtée et c'est Karim Wade. Et la chambre qu'on a utilisée pour juger Karim Wade, même les magistrats au Sénégal ont jugé que ce n'est pas bon pour juger quelqu'un parce que tout simplement, si on ne peut pas faire d'appel, on ne peut pas savoir si on est innocent ou bien parce que tout simplement la loi, une fois que ça c'est prononcé, il n'y a plus d'appel. En plus de ça, ce n'est même pas une chambre où on t'appelle, on te dit bon,
tu as pris ça ou tu as pris ça. Non, non. On te dit que tu as 1 milliard, montre-nous forcément où est-ce que tu as pris ces 1 milliard. Et ce que tu nous montres, il faut que ça nous convienne pour qu'on dise que tu peux l'avoir ou pas. Maintenant, sur le projet de Khalifa Sall, je vous dis bien, l'État dit que Khalifa Sall a pris 1,8 milliard de francs CFA à la mairie de Dakar. Pas à l'État sénégalais, c'est à la mairie de Dakar. D'abord, tous les conseils de la mairie de Dakar ont dit que Khalifa Sall n'a pas pris cet argent sur notre caisse. Donc l'État déjà n'avait plus de droit. Mais n'empêche, l'État a continué. Mais même quand l'État a continué, Khalifa Sall, sa famille, ses amis ont donné des garanties valant 2 milliards, plus que la somme demandée. Et on demande juste de laisser Khalifa Sall en liberté provisoire en attendant que l'enquête suit son cours. Ce qu'il n'a jamais voulu. Quand Khalifa Sall a été nommé député, et le Conseil constitutionnel sénégalais a validé que Khalifa Sall est député, normalement, son immunité parlementaire lui permettait le même jour de rentrer chez lui. Et après, maintenant, on peut revenir à l'Assemblée nationale pour enlever son immunité parlementaire. Ce que l'État n'a jamais voulu faire, on ne l'a jamais laissé. Et 2 mois après, on enlève maintenant l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Quelqu'un qui est en prison, comment vous pouvez l'enlever son immunité? Au vu de ce que vous dites, est-ce qu'on peut affirmer ou confirmer que le bilan de Macky Sall est négatif? Je vous dis, son bilan est négatif dans une simple raison que ses promesses n'ont pas été tenues. Mais Macky Sall, c'est la construction de plusieurs infrastructures. Ce que je vous dis, c'est ça. En fait, sa promesse, ce n'était pas des infrastructures. Sa promesse, c'était l'état de droit. C'était de construire une nation en tant que telle. Quand je dis l'état de droit, c'était les valeurs, c'était les principes, c'était la constitution. C'était tout cela que Macky Sall avait dit que ça ne se passait pas bien et il fallait qu'il arrive au pouvoir pour redresser tout ça. Maintenant, quant à le bilan matériel dont vous parlez, si c'était un bilan matériel qui nous préoccupait beaucoup plus, on n'allait jamais changer Abdoulaye Wade. Parce qu'Abdoulaye Wade, quand même, à moins de 10 ans, a refait la phase et le visage de Dakar. Mais en fait, moi, là où je suis... Et maintenant, ce que Sénégal nous déplorons pour tous ces bilans matériels dont vous parlez. Ce bilan matériel, mon confrère l'a dit tout à l'heure, le problème c'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez de taux de croissance, on est à 7% du taux de croissance. Mais ce taux de croissance est 100% extraverti. Ça ne profite pas le peuple sénégalais. Et c'est la même chose que tout ce bilan matériel dont vous parlez. Imaginez aujourd'hui le Sénégal qui est un pays sous-développé, faisant partie des 25 pays les plus pauvres au monde, se permet de se doter de la terre à grande vitesse, le train à grande vitesse, sur 36 km qui nous coûte 1200 milliards. Ces 1200 milliards pouvaient refaire tous les réseaux ferroviaires du Sénégal. C'est vrai, mais en fait, en même temps aussi, il faut quand même reconnaître au président Macky Sall que, parce qu'au temps d'Abdoulaye Wade qui avait lancé des grands travaux, nous étions quand même un taux de croissance, je crois, de 3-4%. Oui. Et voilà un président qui arrive, qui lance quand même des grands travaux et qui essaie quand même de hisser son pays à un taux de croissance de 7% au-delà, en fait, et qui lance des grands travaux. Quand on regarde par exemple la nouvelle ville de Diamniadio, qui est quand même une ville, j'ai envie de dire, un hub, j'ai envie de dire, très important pour le Sénégal, et surtout avec votre aéroport aujourd'hui qui fait du Sénégal l'une des plus grandes destinations de la sous-région, il a quand même voulu faire du Sénégal un grand pays, une grande nation. Donc je pense que c'est un travail quand même notable aussi. Il faut noter que pendant que Wade était là, le baril de pétrole était à 1150 $, voire 150 $, voire 163 $. Et quand Macky est arrivé au pouvoir, ce baril de pétrole ne coûtait que 50 à 53 $. C'est-à-dire 3 fois moins cher. Et c'est ça qui a fait que du coup le taux de croissance du Sénégal est élevé. De toute façon, le taux de croissance, quand on parle de ça du Sénégal, c'est des taux de croissance conjoncturels qui dépendent à un fléau que nous ne maîtrisons pas parce que nous ne vendons pas encore du pétrole et tout, nous ne maîtrisons pas ça. Mais ce qui est l'essentiel, même si un pays a un taux de croissance de 1% et que la population a le pouvoir d'achat de vivre à l'aise, c'est déjà l'importance. L'importance, c'est pas qu'on s'offre à un taux de croissance de 9% et que la population quand même est là. S'il est malade, il ne peut pas se soigner, il ne va pas à l'école bien, il ne mange pas bien. À quoi ça nous sert? Et ce taux de croissance dont vous parlez aujourd'hui, la réalité c'est ça. C'est porté par
des multinationales étrangères qui sont au Sénégal et qui portent ce taux de croissance à plus de 90%. Ok. Alors je rappelle à nos téléspectateurs, nos internautes qui peuvent interagir avec nous au plus 225 77 07 41 99 ou le plus 225 05 99 71 71. Alors Monsieur Lo, vous êtes également le représentant du parti PASTEF en Côte d'Ivoire, le parti de Ousmane Sonko. Alors pourquoi Ousmane Sonko et pas un autre candidat à la magistrature suprême? Merci. Bon, il faut que je vous dise un peu l'historique du parti PASTEF. En fait, le parti PASTEF, sa vocation première, c'était pas de venir gérer le Sénégal en réalité, mais c'était de pouvoir élever le niveau de débat politique au Sénégal. Le niveau de débat politique, c'était quoi? Qu'on ne prenne plus les gens pour les mettre au pouvoir parce que tout simplement, ils appartiennent à telle ethnie, ou bien il a fait telles études, ou bien il a une telle popularité, ou bien il a ceci, il a ça. Il voulait que le débat politique maintenant soit un débat politique d'idées, de principes et d'argumentation. Et de cela, pendant les premières 2 années, parce que le parti est créé uniquement en 2014. De 2014 à 2016, quand même, on a parvenu à l'essentiel. C'est-à-dire, maintenant, les Sénégalais n'étaient plus dans la confrontation vide où on parlait sans argumenter, sans donner des idées, sans donner des raisons. Après cela, maintenant, on a vu que c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat politique est élevé, mais maintenant, il faut changer maintenant tout le pays. Quand je dis il faut changer tout le pays, c'est-à-dire, on était en face de nous un jeune, on avait en face de nous un jeune de 44 ans, qui est inspecteur des impôts pendant 15 ans, et qui, une fois, a été radié par le président au pouvoir, pour vous parler toujours du forcing qu'il faisait de faire partout. Pendant cela, il a juré à la télé, et il a dit clairement qu'il a eu à travailler avec toutes les grandes sociétés qui étaient au Sénégal. Et si pendant ces 15 ans, un franc, une société lui a une fois donné ça pour le corrompre et qu'il a accepté que la société vient se manifester et qu'il accepte que l'État lui arrache tous ses biens et le met en prison. Durant ces 15 ans, il n'a obtenu, et il a jusqu'à aujourd'hui, il n'a qu'une seule maison qu'il avait payée. Si c'était en Côte d'Ivoire, on allait dire à la Ticosi, et qu'il a payé en 10 ans. Il n'avait qu'une seule voiture, Prado. Et dans ces 2 comptes cumulés, il n'y avait pas plus de 2 millions. Ok, alors je pense que nous avons notre premier intervenant en ligne. Allô? Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Oui, allô? Allô, bonjour monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur. Comment est-ce que vous appelez monsieur? J'ai du mal à vous entendre. J'ai du mal à vous entendre. Comment est-ce que vous vous appelez? Ok, nous allons prendre un autre intervenant. Alors, vous êtes donc le représentant, Monsieur Lo, du parti de Monsieur Ousmane Sonko. Monsieur Ousmane Sonko, pour son programme économique, compte faire sortir le Sénégal du franc CFA. Oui, bon, quand il dit qu'on fait sortir du Sénégal du franc CFA, il ne compte pas le faire de manière brusque. D'accord. Il faut que les choses se disent comme lui, il le prévoit. D'abord, il va essayer de le faire avec toute la sous-région, c'est-à-dire l'UEMOA si possible. Maintenant, au cas où il a essayé pendant plusieurs reprises et que ça ne s'est pas fait, le Sénégal, après avoir bien calculé toutes nos forces et nos faiblesses, on sait que même si les autres refusaient de sortir du franc CFA, nous, on peut le faire. Et on s'en sortira. Quel intérêt pour le Sénégal de sortir du franc CFA? Oui. On a vu avec la Guinée, ça n'a pas abouti à quelque chose. Mais vous avez vu avec le Ghana et que ça a marché? Pas forcément. Si, ça a marché. Aujourd'hui, le Ghana affiche le taux de croissance le plus élevé en Afrique. Vous êtes d'avis avec monsieur? Oui, effectivement, il y a cette réalité que les pays qui n'utilisent pas le franc CFA se portent quand même assez mieux, économiquement parlant, et j'ai envie de dire socialement parlant aussi, que nos 17 pays qui utilisent le CFA. Ça, c'est un constat, on ne peut pas le nier. Mais en même temps, comme d'autres spécialistes nous disent, le CFA, c'est vrai, est un élément effectivement qui nous lie encore à la France coloniale en tant que telle, c'est-à-dire à nos colons, et donc qui nous tire encore vers le bas.
C'est une réalité. Donc c'est important pour une nation d'avoir sa propre monnaie et d'avoir sa propre politique monétaire et de fixer cette politique monétaire. Cela est normal pour que les échanges commerciaux entre, j'ai envie de dire, cette nation et les autres pays extérieurs puissent avoir quand même une balance économique, j'ai envie de dire, ajustée. Et cela est évident. Si vous n'avez pas une maîtrise totale de votre monnaie, c'est que quelque part, vous n'avez pas une maîtrise totale de votre souveraineté. Et ceci est d'autant plus logique qu'aujourd'hui, nous voyons toute la jeunesse africaine. Il ne s'agit plus simplement d'un pays, d'un chef d'État ou j'ai envie de dire d'un professeur ou d'un chercheur, mais toute la jeunesse africaine veut aujourd'hui repenser cette monnaie, avoir cette souveraineté monétaire. Et je pense que c'est à juste titre, et même le président Macron l'a bien dit, je crois au Mali ou au Burkina, où il a eu à dire que si l'Afrique francophone, sinon du moins les 17 pays qui utilisent le CFA veulent changer bien cette monnaie et qu'il n'était pas opposé à cela, et nous pensons que c'est un élément extrêmement important. Et Ousmane Sonko, il en parle et il joue sur cette fibre en fait de la jeunesse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un candidat quand même qui est non seulement qui est jeune, mais qui s'est approprié les thèmes de la jeunesse. Voilà ce qu'il a eu à faire. Donc voilà, il a touché ce thème-là que la jeunesse aime, que la jeunesse réclame, la sortie du franc CFA, et tout de suite, toute la jeunesse sénégalaise est partie. Nous avons quelqu'un en ligne, permettez-moi de vous interrompre rapidement. Allô? Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne, si la réalisation me le permet? Ok, quelques petits soucis techniques, allez-y. Là, je voulais juste vous rassurer, plus que de chercher des sympathies, Ousmane Sonko dit cela parce que justement, après plusieurs calculs, après plusieurs débats, après plusieurs discussions avec des économistes africains sénégalais, on a vu que c'était possible de sortir du franc CFA et de prendre notre souveraineté monétaire. Maintenant, c'est facile à expliquer cela. Aujourd'hui, au moment où nous, les pays de l'Afrique de l'Ouest, utilisant le franc CFA, on est là, on a peur de l'inflation. On se lève du matin jusqu'au soir, la seule chose qu'on calcule, c'est l'inflation. À ce moment, le Ghana a dépassé l'inflation pendant très longtemps. Le Ghana aujourd'hui n'a pas peur de l'inflation parce qu'il l'a subi plusieurs fois. Et c'est ce rebondissement plusieurs fois de l'inflation qui lui permet aujourd'hui d'être mature et de pouvoir laisser l'inflation de côté et de penser à la croissance. Et aujourd'hui, ça les a donné le résultat. Un pays comme le Ghana, face à la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui occupe la première croissance économique africaine, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris le destin en main. C'est vrai que quand on prend le destin en main, on va affronter d'abord des problèmes de temps en temps, etc. Mais ça fait partie de la vie de l'homme, surtout de la vie d'un pays, de connaître des problèmes et de pouvoir les dépasser. Si on se dit non, il y a quelqu'un qui nous protège d'abord, nous on ne veut pas de problème et on ne se met jamais dans des problèmes, on ne trouvera jamais des solutions pour pouvoir dépasser des problèmes. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on prenne notre destin en main. On ne va pas mourir de faim, on ne va pas mourir de soif, on va lutter contre les problèmes qui arriveront et s'en sortiront. Parce que d'autres pays l'ont fait et l'ont réussi. Si personne ne l'avait jamais fait, on pouvait dire non, c'est dangereux. Mais des gens l'ont fait à côté de nous et l'ont réussi. Et se portent bien aujourd'hui, mieux que nous-mêmes. Quel est le problème alors? Christian Nassé, je pense que vous avez une question. Alors, pensez-vous que Ousmane Sonko aujourd'hui, vu sa jeunesse, est-ce que sa jeunesse ne va pas lui faire défaut? Parce que c'est facile de dire que Macky Sall est comme ci, Macky Sall est comme ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko jouit d'une expérience, j'ai envie de dire, assez lourde pour se jeter en fait, ou disons pour se proposer comme candidat au présidentiel? En fait, nous faisons partie des jeunes qui pensent que l'expérience de la présidence, l'expérience de quelqu'un pour être président de la République, pour nous, ça n'existe pas. Pour nous, un président de la République, ce n'est pas de l'expérience, c'est pas un homme d'État, tout ça. Mais là, moi, je ne suis pas trop. Oui, tout à fait d'accord. En fait, ce qu'on dit, nous. Tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il faut quand même de l'expérience. Oui, nous, ce qu'on dit, nous voyons le cas du président Macron qui est arrivé avec vraiment un souffle très important. Changement, mais voilà, il est rattrapé après par l'expérience. Il est obligé de se. Là, nous, ce qu'on dit, c'est que voilà un président qu'on a, qui a eu à diriger toutes les instances du pays. C'est-à-dire il a été Premier ministre, il a été ministre de l'énergie, de l'hydraulique,
il a été ministre d'État, président de l'Assemblée nationale, ministre de l'Intérieur, donc il connaît suffisamment l'État, n'est-ce pas? Et à 7 ans, son peuple veut le changer parce que tout simplement son peuple a vu que son bilan était négatif. Donc à quoi lui a servi cette expérience qu'il a accumulée pendant 8 ans où il a dirigé toutes les instances? Mais mieux, il a à côté de lui un président d'Assemblée nationale qu'on appelle Moustapha Niasse, qui pendant 60 ans est un homme d'État au Sénégal, a toujours travaillé dans l'État, à droite. À gauche, il a un certain Tanordien qui pendant 40 ans est dans le pouvoir au Sénégal. Mieux, il a son meilleur conseiller qui est le président Abdou Diouf, qui aussi a eu le même cursus que lui sur les fonctions de l'État et qui a été président de la République. Malgré toute cette conjugaison de ces expériences, le peuple dit qu'on ne veut plus. Donc il ne s'agit pas de l'expérience, il s'agit de la détermination et de la volonté. Les trois mots clés pour être président au Sénégal, actuellement, nous jugeons qu'il faut avoir du patriotisme. Il faut avoir de la compétence et des vertus. Et si vous avez cela, le reste... Mais il faut... Moi, je voudrais intervenir juste un peu parce que en réalité, c'est vrai qu'il faut du patriotisme, mais le patriotisme seul ne pourra pas quand même, j'ai envie de dire, régler tous les problèmes du Sénégal. Parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même de l'expérience, non seulement dans la gestion des choses de l'État. Et cette expérience est capitale. Pourquoi moi je le dis? Parce que, regardez par exemple en France, regardez aujourd'hui en France, Macron est venu avec un 109, avec une nouvelle j'ai envie de dire, le président Macron est venu avec une nouvelle équipe, 109, on dit oui, on balaye toute la génération politique ancienne qui est là, et on prend du 109, on montre aux Français. Mais quel a été le résultat? Le résultat aujourd'hui, il est en train à nouveau recruter, sinon à nouveau prendre des anciennes figures politique. Mais parce que il faut la conjonction des deux. Non, mais à côté de ça, et la jeunesse et de l'expérience. Mais à côté de ça, il faut juste prendre le Rwanda avec Paul Kagame, qui n'a jamais exercé dans l'État, qui était un militaire, et du coup qui est venu au pouvoir, et qui aujourd'hui fait partie des phares présidents dont on parle en Afrique. Ils avaient zéro expérience, il n'a jamais eu à diriger, il n'a même pas fait des études, où on peut dire des études avancées. Donc le problème, ce que moi je veux que tout le monde puisse savoir en Afrique de manière générale, c'est que ce n'est pas un président qui doit régler les problèmes d'un pays. Tout à fait. Ce n'est pas le président. Le président seul, une seule personne ne peut pas régler le problème de 8 millions de personnes ou bien de 15 millions de personnes. Quand Ousmane Sonko arrivera au pouvoir, dans tous les secteurs, il verra des gens qui ont été là pendant 10 ans, qui ont été là pendant 15 ans, qui ont été là pendant 5 ans. Lui, il ne fait qu'organiser. Et pour organiser, ce dont on a besoin, c'est que dans toutes choses qui arrivent, quand même, il met d'abord le patriotisme en premier, la compétence en deuxième et les vertus en troisième. Et si cela est là, le reste, c'est les autres qui le feront. Lui, il ne fera que donner. Parce que pour moi, la fonction du président, je dis toujours à mes amis, moi, je me dis que c'est la fonction la plus facile à faire si on a de la volonté. Pourquoi je dis ça? Imagine 15 millions de Sénégalais ou bien 30 millions d'Ivoiriens. On te dit que ces 15 millions de Sénégalais ont des compétences dans divers secteurs. Et parmi tous ces 15 millions, quand vous avez besoin de quelqu'un, rassurez-vous que jusqu'à midi, il sera là et ce que vous avez besoin, il vous le donnera de la meilleure condition. C'est-à-dire quoi? Le président a tout ce qu'il lui faut. Parce que en fait, mon souci avec ce sujet, sur le patriotisme, c'est que si on parle du patriotisme dans le but, bien entendu, de montrer les valeurs de notre pays devant, je suis d'accord. Mais si on parle du patriotisme, j'ai envie de dire, pour se renfermer sur soi, en un sens d'un nationalisme qui est là et qu'on n'a plus à faire à l'extérieur, ou est que du coup on se coupe de l'extérieur, il dit qu'on est coupé de l'extérieur, les échanges économiques vont... Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de ça. Si c'est... Voilà, ce dont il s'agit, non, ce dont il s'agit, je vous donne un exemple. Quand c'est pas défini, non, parce que ce qu'on a vu ici dans nos pays, c'est quoi? Je voudrais terminer rapidement. Ce qu'on a vu dans nos pays, c'est quoi? Et que on parle de patriotisme, mais après, notre jeunesse transforme ça en nationalisme. Nous tous, nous sommes des patriotes, je dis souvent aux gens. Mais il faille que nous puissions mener à bien notre politique de patriotisme, bien notre politique patriotique. Parce que, en fait, faire du patriotisme, ce n'est pas forcément du nationalisme. Parce que si on arrive à remplacer le patriotisme par le nationalisme, vous allez voir que tout ce qui est investissement direct étranger va partir parce que on sera en train de dire
aux investisseurs étrangers, non, on ne veut pas de vous, on s'est en train de dire ceci, on ne veut pas de vous. Vous voyez, moi c'est de ça en fait que j'ai peur. C'est pour ça qu'il faut que... En cela, notre président Ousmane Sonko a bien donné des éclaircissements. Il ne s'agit pas du nationalisme, il s'agit du patriotisme. Et ce patriotisme dont lui il parle, ça n'exclut pas les étrangers. Ousmane Sonko dit bien qu'il n'est pas anti-français, il n'est pas anti-américain. Il veut nous travaillons ensemble, mais dans l'égalité des échanges. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, le président Macky Sall qui va se permettre de signer les APE, où on va faciliter maintenant nos rapports d'échange économique entre l'Europe et le Sénégal. Maintenant, si on échange les rapports économiques entre l'Europe et le Sénégal, je donne un exemple. Prenons le cas dans l'agriculture. Un agriculteur français qui aura le pouvoir d'exporter toute sa récolte au Sénégal sans payer des tarifs douaniers. À ce même moment, alors que chez lui, il a été subventionné à 75%. Mais le paysan sénégalais qui n'a qu'un hectare et qui n'a pas été subventionné par l'État, mais il va mourir. Oui, ça, et s'il meurt, qu'est-ce qu'on devient? On devient des simples consommateurs ici. Et c'est de ça qu'on veut qu'un président soit patriotique. Pour que si ces cas de figure arrivent, qu'il prône pour le pays au lieu de prôner pour l'étranger. D'accord, je pense que c'est noté, monsieur Lo. Qui se font au Sénégal. Je pense que c'est noté. Mais ce n'est pas le bien du pays qui favorise la France. Ok, d'accord, je pense que c'est noté. C'est juste votre avis d'opposant. Il faudrait rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez nous joindre au plus 225 77 07 41 99 ou le plus 225 05 99 71 71 pour interagir avec nous. Vous avez une question, Christian Nassir, rapidement. Ma question était de savoir, est-ce que lorsqu'on regarde la manière dont Ousmane Sonko a abordé en fait son projet politique en parlant du retrait du Sénégal de la zone CFA, est-ce que c'est pas une stratégie, j'ai envie de dire, pour se positionner au niveau de la jeunesse? Parce que nous savons qu'en ce moment c'est un débat, c'est un sujet assez sensible. Pour gagner un peu la question en fait de la jeunesse. Tout à fait, c'est une véritable stratégie. C'est vrai que effectivement c'est une question du moment. C'est une question d'actualité, la sortie du CFA, tout le monde en parle, même avec ce qu'on a eu le débat entre l'Italie, entre Rome et Paris, tout dernièrement sur la question, et ça a enflammé encore la jeunesse africaine. Mais en même temps, c'est ça aussi l'intelligence politique, en fait. Il en a fait un credo, un créneau, il en a fait son argument porte-étendard pour que la jeunesse puisse venir vers lui, et c'est logique, c'est ce qu'il a fait. Mais en même temps, c'est un candidat qui dit, en fait, c'est un candidat anti-système. Qu'est-ce qu'il fait? Il part de ce que la jeunesse dit bas pour dire, moi je le dis haut. Il ne parle pas seulement du CFA, de la sortie du CFA. C'est vrai que pour les étrangers, pour nous qui sommes hors du Sénégal, souvent, c'est vraiment la mesure phare que nous savons, mais il parle aussi de la corruption. Il dénonce la corruption au Sénégal, où il dit, non, j'ai été pendant 15 ans inspecteur des services financiers et je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un, mais ce que j'ai découvert dans le système est qu'il y a un fort taux de corruption. Moi, je m'oppose, bien entendu, en défenseur d'un état de droit, en défenseur de ce qu'il n'y aura plus de corruption et ceci, cela. Et ça, il le porte, la jeunesse, le Sénégal qui dit, moi j'ai une population très jeune, se dit, bon, voilà un candidat qu'on veut, et quand on voit, effectivement, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Je pense que nous avons un intervenant en ligne, nous allons donc échanger rapidement avec lui. Est-ce que nous avons un intervenant en ligne? Allô? 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 Quelques difficultés techniques. Allez-y, monsieur Lo, rapidement, avant de passer à une autre question. Quand vous dites il le dit, oui, certes, il le dit, mais moi, je me dis qu'il fait plus que le dire. Il se comporte de la manière. D'accord. Et quand quelqu'un se comporte de la manière, il faut comprendre que c'est du sérieux, Ousmane Sonko. C'est pas quelqu'un qui sort pour avoir une popularité ou bien pour essayer de convaincre les Sénégalais sur quoi que ce soit. Il le dit clairement. Il dit que ce qu'il est en train de dire, c'est pas son combat à lui seul. Et si les Sénégalais espèrent que lui, il va se mettre devant pour aller combattre seul, les Sénégalais... mais c'est de la politique, il fait de la politique. C'est qu'il dit, c'est qu'il dit. Je dis, Ousmane Sonko ne fait que de la politique. Alors, monsieur Nedro, alors pour un éventuel deuxième tour, est-ce que l'opposition va se rallier? Est-ce que c'est envisageable une coalition? Forcément, nous le voyons déjà. Hein. Si vous voyez que Ousmane Sonko et Idrissa Seck
ont tenu une conférence de presse ensemble pour pouvoir dénoncer le discours qu'a fait le Premier ministre et pour pouvoir dire effectivement que forcément le second tour va avoir lieu et que nous ne voyons aucun parti gagner. Et ce sont même les dits de Ousmane Sonko qui dit attention, moi-même je ne me permets pas de dire je vais gagner. Et donc on voit qu'effectivement déjà il y a quand même des pourparlers qui se passent d'ores et déjà avant. C'est pour cela même que le président Macky Sall, j'ai envie de dire, le camp présidentiel ne veut pas de second tour. Il veut gagner au premier tour parce qu'au second tour, forcément, il va avoir des alliances. Et une alliance de l'opposition pour dire un coup sur Macky Sall qui risque d'avoir lieu. Et là, à ce niveau, on risque de voir forcément, j'ai envie de dire, un échec du président Macky Sall. Donc forcément, s'il y a second tour, il y a un fort taux de pourcentage de ce que... D'accord. Alors, nous avons un intervenant en ligne. Allô. Bonsoir, monsieur. Allô. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous me recevez? Allô. Allô, je vous entends. Bonsoir, monsieur. Je pense que nous avons quelques petits problèmes de liaison. Allô. Allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Ok, comment est-ce que vous vous appelez? Je me nomme Stéphane Kouakou. Vous nous appelez d'où, Stéphane Kouakou? J'appelle de Dimbokro. Dimbokro. Alors, vous souhaitez interagir avec nous sur les élections présidentielles au Sénégal. Nous vous écoutons. Ok. L'élection présidentielle au Sénégal est vraiment un climat particulier. Le Sénégal s'est toujours montré un exemple dans la zone ouest africaine par la vitalité de sa démocratie. Et vous voyez bien avec moi que beaucoup plus d'analystes politiques sénégalais estiment que le scrutin risque d'être une formalité pour Macky Sall. Donc tout reste à vérifier vraiment pour ces élections présidentielles. Alors, qui selon vous doit remporter les élections sénégalaises et pourquoi? Alors, selon moi, je resterai sur les voix du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah qui disait qu'il faut reconnaître Monsieur Macky Sall comme le président. Donc, moi, je crois pour ma part que c'est lui qui doit gagner ces élections. Alors, quelle appréciation faites-vous rapidement du fait qu'en Afrique, les résultats présidentiels sont toujours contestés? Je dirais plutôt que c'est par manque de sincérité parce que vous savez, quand les choses sont claires dans la vie, les gens aiment bien donner beaucoup d'alentours, mais je crois bien que ce sont des contextes qui n'ont vraiment pas de sens. Mais en Afrique, nous croyons aussi que toujours n'est pas vraiment ce que les gens pensent. Mais c'est qu'ici, nous croyons que pour le Sénégal, cela se fera très bien et tout se passera comme cela doit être. Voilà. Merci, monsieur Stéphane, pour votre attention. Kouakou. Et donc, selon vous, messieurs, qui pourrait remporter ces élections? Ben, on ne saurait le dire. Moi, je dis toujours, c'est vrai, nous pouvons être des analystes politiques ou des experts en politique internationale, mais nous ne devons pas arriver à être j'ai envie de dire des enchanteurs ou comment je dirais des magiciens pour pouvoir prédire la chose. Donc en fait, mais nous voyons des tendances claires qui se dessinent et quand même ces tendances sont assez précises où nous voyons que dans différentes régions il y a un trio, comme je l'ai dit tout au début de notre débat, il y a un trio qui se dégage, Macky Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko qui se dégagent. Et donc, à partir de là, si ce trio est dégagé, nous risquons de rentrer dans un second tour parce que trois personnes qui vont se discuter, j'ai envie de dire, se diviser les quelques pourcentages qui restent, il serait très très compliqué que nous puissions trouver un seul candidat qui puisse avoir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50%. Là, il faut comprendre quelque chose qui est très important. Il y a 5 candidats qui sont partis aux élections. Et ces 5 candidats n'ont jamais été d'accord sur un principe. Je vous dis que même Idrissa Seck aujourd'hui et puis Ousmane Sonko qui se présentent aujourd'hui ensemble et qui parlent, non, jamais dans le processus électoral, non. Je pense que nous avons un autre intervenant. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Allô? 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 Bonsoir, monsieur.
Monsieur, bonsoir. Comment est-ce que vous vous appelez? Allô? Comment est-ce que vous vous appelez, monsieur? Oui, Niazale Patrick. Ok, vous appelez de quelle ville ou commune d'Abidjan? J'appelle de Koumassi, Sopim. Koumassi, alors, vous souhaitez réagir donc sur ces élections au Sénégal. Nous vous écoutons. Oui, les Sénégalais dimanche ont bien voté, sont tous sortis massivement pour aller voter leurs candidats, chacun de son différent groupe, c'est-à-dire que les différents partis qui sont présentés au niveau des Sénégalais. Je veux dire par là que les élections se sont bien déroulées. Actuellement, on attend les résultats. Il ne faudrait pas que la commission électorale puisse tricher. D'accord. Il faudrait que la commission électorale puisse donner ce que les Sénégalais ont décidé de faire pour ne pas que le pays, qui a été toujours un modèle dans les élections, puisse sombrer dans le noir, on va dire. Ok, le Premier ministre a annoncé que le président Macky Sall est le président élu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Les Sénégalais sont allés voter. Les résultats ne sont pas encore tombés. On attend les résultats définitifs. Ce que les Sénégalais auront décidé, celui que les Sénégalais auront décidé comme président, c'est celui-là que la commission et que l'international aussi devrait accepter. Actuellement, il n'y a pas encore de résultats. Ce n'est pas l'occasion de pouvoir donner des résultats qui va s'aimer le trouble, qui va s'aimer la panique dans le pays. Les élections se sont bien déroulées. On attend les résultats et aussi on attend le choix de la population sénégalaise. Merci monsieur pour votre intervention. Merci beaucoup à vous. Alors monsieur Lo, quelles sont aujourd'hui les attentes des Sénégalais? En fait, là, ce qui est déplorable, en tant que Sénégalais, tous ceux qui ont parlé du cas du Sénégal vous disent toujours que le Sénégal a été une démocratie respectée et tout. Aujourd'hui, tous ils te disent que mais ce que nous sommes en train de voir, ça risque de basculer. Et c'est dommage qu'on en est arrivé là. Parce que Senghor était là, Abdou Diouf était là, Abdoulaye Wade était là et cette démocratie a été toujours conservée. On a vu qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur qui est censé organiser des élections au Sénégal, au temps de Wade, a été décrié par le même Macky Sall, le président Macky Sall, à l'époque qui était opposant et qui a décrié que l'ancien ministre Abdoulaye Wade, qui se nommait Ousmane Ngom, ne devait pas organiser des élections parce que tout simplement il était du parti de Wade. Et Wade, pour vouloir un consensus avant d'aller aux élections, les a appelés à la table et les a dit maintenant j'ai créé un ministère chargé des élections et la personne qui va le diriger c'est par consensus. C'est comme ça en 2012 Wade a perdu les élections. Et lui, Macky Sall, qui est venu, et ce ministre de l'Intérieur, qui est ministre de l'Intérieur, et qui dit à la télé, je cite, c'est lui qui dit à la télé, tous ceux qui sont des partisans de Macky Sall, je ferai tout pour qu'ils s'inscrivent, et quand ils vont s'inscrire, je ferai de mon mieux pour qu'ils aient leur carte d'identité, et quand ils auront leur carte d'identité, je ferai tout pour qu'ils votent Macky Sall. Si un ministre de l'Intérieur dit ça en direct de la télé, on sait que c'est un ministre de l'Intérieur qui ne peut plus organiser des élections parce qu'il n'est plus neutre. Et pendant plus de 2 ans, toute la classe politique opposante ont décrié à cela pour dire que ce Premier ministre ne peut pas, ce ministre de l'Intérieur ne peut pas organiser des élections au Sénégal parce que tout simplement il a montré son camp. Mais en fait, la Constitution quand même consacre le fait que c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Là, ce qu'on veut dire, la Constitution est là. Mais il y a l'Esprit Saint qui est là. Effectivement, au Sénégal, il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Abdoulaye Wade avait cette même constitution. Et pouvait dire à Macky Sall, je m'en fous, c'est la constitution qui me paraît que Ousmane Ngom. Mais quand il a vu que ça peut basculer, ça peut envoyer un peu la guerre froide entre les partis qui doivent aller aux élections, Abdoulaye a dit non. Je ne vais pas faire cela, je laisse tout le monde, on tombe d'accord sur un truc. Mais en même temps, ce qu'il a fait n'est pas aussi anticonstitutionnel. Rapidement, messieurs, on sait que puisque le ministre dans chaque pays du monde, le ministre de l'Intérieur est forcément nommé par le président. Je ne dis pas qu'il est anticonstitutionnel. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que tu déplorais hier. Tu ne dois pas le faire aujourd'hui. Rapidement, messieurs, nous allons aborder rapidement la deuxième articulation de cette émission. Elle est consacrée donc à la grève des enseignants qui paralyse le système éducatif ivoirien. Coûtons vers une année blanche. Monsieur Nedro, le système éducatif ivoirien est-il défaillant
C'est un système qui a toujours montré quand même sa force. Et vous savez que tous les, comme on le dit dans le milieu quotidien, tous les diplômes ivoiriens sont vraiment bien prisés dans la sous-région. Et donc on sait que la Côte d'Ivoire quand même présente un système éducatif très solide avec des enseignements qui se font très bien. Mais là, on voit que le gouvernement est dans une impasse, et il faut dire que cette impasse dure quand même depuis un moment avant que ce gouvernement ne soit là, et donc c'est une crise que le gouvernement est obligé de régler. On voit aujourd'hui dans cette grève une revendication, non seulement de tout le système, que ce soit les enseignants du primaire, que ce soit ceux du secondaire, même du supérieur, qui revendiquent de part et d'autre. On voit par exemple des thèmes de revendication de la suppression du mercredi pour les enseignants du primaire, la révalidation des indemnités de logement, le reversement de 500 000, la suppression de l'emploi des étudiants adjoints. Bon, là, c'est vraiment les enseignants du primaire et ceux du supérieur qui demandent à ce que leurs heures complémentaires leur soient versées. Donc, on voit quand même panoplie. Et je dis que ceci doit se gérer dans une intelligence politique qui ne dit pas son nom. Parce que souvent, les crises vont de là. Les crises sociales, bien entendu, vont de là. Et c'est extrêmement important que, tant au niveau universitaire, que la présidence de l'université puisse faire de sorte que les enseignants, chercheurs et l'administration de l'université puissent s'entendre, et que aussi notre ministre de l'Éducation nationale puisse également répondre aux attentes des enseignants. Et je pense qu'il y a eu quand même des négociations, mais j'ai vu ce matin que encore il y a un syndicat qui a dit qu'il poursuivait sa grève. Donc on va vers un durcissement. Je pense qu'il y a un véritable problème qui se pose, mais ce problème peut être réglé, et des politiques ont commencé à parler de cela et donner des solutions. Nous allons suivre un élément de First News dans laquelle des professeurs de l'université de Cocody marchaient, ils revendiquaient pour plusieurs raisons. Suis cela. Ces membres de la CNEC, la coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs, sont descendus dans les ruelles de l'université Félix Houphouët-Boigny. Une marche pour protester contre la radiation et l'incarcération du secrétaire général de la coordination, Johnson Kwasi Zamina. Également contre les sanctions disciplinaires prises à l'encontre d'une dizaine d'autres enseignants. Cette marche s'est achevée par un meeting au cours duquel les enseignants ont réclamé la libération de leurs camarades arrêtés ainsi que la levée des sanctions disciplinaires. D'autres revendications liées à leurs conditions de travail ont été faites. La reconsidération des dossiers de candidature au CAMES de la session 2019 des membres et sympathisants de la CNEC, la modification dans le sens de son amélioration du décret 1976 réglementant les enseignements, les encadrements et les taux horaires dans l'enseignement supérieur et la recherche. La mise en application des accords signés par les autorités de l'université Félix Houphouët-Boigny et les syndicats pour la résolution des crises sur le paiement des heures complémentaires des années académiques 2015-2016 et 2016-2017. Ce bras de fer qui oppose l'administration de l'université Félix Houphouët-Boigny aux enseignants de la CNEC ne laisse pas les étudiants indifférents. Ça fait au moins un mois que nous n'allons pas à l'école. Et cela, étant étudiant, nous avons des diplômes à acquérir ici à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et nous demandons au président Abou Karamoko d'essayer de voir la situation de nos enseignants afin que nous, étudiants, nous puissions reprendre leurs cours. Un peu à l'école, beaucoup à la maison. Et pour nous, ça ne nous arrange pas. Donc, ensemble, au nom de tous les étudiants de Côte d'Ivoire, on appelle et les enseignants et le président de l'université à une discussion franche pour une sortie de crise vraiment durable. Depuis plus d'un mois, l'université Félix Houphouët-Boigny traverse une crise qui cause un ralentissement de ses activités. Espérons qu'une solution durable sera trouvée par les deux parties. On a vu à l'instant donc cette vidéo. Christian Assé, quelles solutions préconisez-vous pour résoudre ce problème? Alors les solutions qu'on pourrait préconiser pour résoudre ce problème, c'est déjà que le gouvernement accepte de négocier, je pense, avec les professeurs, avec les grévistes, parce que faire un blocus
contre toute négociation, un refus total, je ne pense pas que ça puisse arranger les choses. Parce que les étudiants, les élèves ont besoin d'aller à l'école, ont besoin d'étudier, ont besoin de valider leurs examens. Il ne faudrait pas qu'on revienne encore aux politiques passées qui réprimaient sans cesse les demandes des professeurs qui sont restés sans suite. Et je pense quand même que ce que les professeurs demandent, ce sont des choses quand même qui sont accessibles. Ce sont des choses qui sont accessibles sur lesquelles l'État pourrait quand même agir, voilà, en leur faveur. Et je crois que ça donnerait un meilleur visage du système éducatif ivoirien. D'accord. Autre actualité qui domine l'actualité internationale, c'est le bras de fer donc, au Venezuela entre le président Nicolas Maduro et l'opposant Juan Guaido. Pour rappel, l'Union européenne et les États-Unis ont donc pris parti pour le président Juan Guaido. La Chine, la Russie, Cuba, eux, sont donc les alliés de Nicolas Maduro. Monsieur Nedro, vous qui êtes spécialiste en politique internationale, est-ce que les États-Unis et l'Union européenne ont le droit de s'ingérer dans les affaires internes du Venezuela? Nous sommes dans une situation où les deux blocs qui existent actuellement sont en train de s'affronter, les Occidentaux et bien entendu le bloc de l'ex-URSS qui s'affrontent sur tous les terrains. Nous avons vu le terrain récent ou le terrain actuel sur lequel les deux blocs étaient en train de s'affronter, c'était la Syrie. Donc il fallait que, j'ai envie de dire, un puisse perdre ou bien accepter d'avoir perdu avec dignité. C'est ce que les Américains ont eu à faire suite à leur retrait, tout dernièrement. Donc nous voyons que le débat est en train de se déplacer du territoire syrien sur le territoire vénézuélien et avec vraiment, j'ai envie de dire, un conflit politique interne qui oppose l'opposition au président vénézuélien dont le nom est, je crois bien, Nicolas Maduro. Et nous assistons depuis un moment à une situation quand même difficile à croire. Difficile à croire parce que d'autant plus que nous prônons partout qu'il faut qu'il y ait une démocratie forte dans toutes les nations. Et on nous dit que pour qu'il y ait une démocratie forte, il faut des institutions fortes. Et je crois que c'est ce que les Occidentaux disent jusqu'à présent. Et là où il y a une démocratie plus juste, une démocratie plus nette, c'est parce qu'il y a des institutions fortes. C'est pour ça qu'on nous dit en Afrique, il serait très important qu'on ait des institutions fortes, donc qui disent le droit juste, qui disent par exemple, qui annonce des résultats justes pour que celui qui a gagné puisse gagner ou celui qui a perdu puisse perdre. Alors qu'au même moment, nous nous retrouvons, j'ai envie de dire, au Venezuela, où aucune institution n'a proclamé Juan Guaido président, mais un président qui s'auto-proclame à la suite de cela et qui dit non, je suis président de la République à partir d'aujourd'hui parce que celui qui est là n'a pas pu prendre soin du pays et consort. Donc nous voyons, j'ai envie de dire, une information à double vitesse. Voilà, là, donc c'est ce qui est un peu plus, c'est ce qui pose le véritable problème. C'est pour ça que vous avez remarqué que l'Union européenne n'a pas tout de suite suivi les États-Unis. L'Union européenne a attendu le temps de réfléchir avant d'accepter que, mais tout de même, on a vu que le résultat, l'Union européenne a suivi tout le temps. Donc, il y a une ingérence véritable qui se fait voir, mais nous pensons que cette façon de faire la politique internationale doit quand même être revue. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de changements des institutions onusiennes qui sont seulement verrouillées par les 5 États. À votre avis, Monsieur Lo, qui va remporter ce bras de fer? Est-ce que Maduro va-t-il céder ou finir comme Kadhafi, par exemple? Non, pour moi, il faut que ce soit l'Occident, que ce soit les États-Unis, que ce soit en tout cas les puissances prennent les autres au sérieux. Ce n'est pas parce que nous sommes puissants qu'on se permet de faire ce qu'on veut. Parce que comme il l'a dit juste, en fait, c'est une guerre entre eux qu'ils ont déplacé de surface ou bien de territoire. Cette guerre existe entre eux. C'est comme si c'est la guerre froide qui se refait aujourd'hui. Il y a deux blocs. Il y a les États-Unis et l'Union européenne, et la Chine et puis la Russie. Et dans toutes les crises qu'on voit aujourd'hui dans le monde, ces deux blocs ont toujours les mêmes positions. Si les uns disent cela, les autres vont dire cela et qu'ils seront là pendant 2 ans, 3 ans à faire un bras de fer.
Qui va gagner, qui ne va pas gagner, je ne sais pas qui va remporter. Mais tout ce que je peux dire, moi, c'est que ce n'est pas sérieux. Parce que quand même des marches ont eu lieu en France il n'y a pas longtemps, où beaucoup de personnes, je ne peux pas dire des millions, mais des milliers sont sortis. Et on n'a jamais entendu quelqu'un dire à Macron de démissionner, ou bien quelqu'un d'autre, le chef de file des Gilets jaunes, va se proclamer pour être le président. Donc pourquoi ailleurs les autres ne peuvent pas accepter que des marches peuvent être faites? Le nombre, ça importe peu. Ce qu'ils disent, c'est vrai ou pas, ça leur concerne eux. Si des améliorations feront ou pas, ça leur concerne eux. Mais pourquoi après juste un match, on donne un délai pour dire dans 8 jours, si tu n'organises pas des élections, tu ne seras plus reconnu comme président? Ça veut dire quoi en 8 jours? Dans le monde entier, qui a une fois organisé des élections en 8 jours, ça veut dire que ce n'est pas du sérieux tout ça. Et ça, il faut que ça cesse. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays, que tu sois puissant ou pas, tu ne peux plus vivre en autarcie. Le petit pays que le Sénégal est aujourd'hui est très important pour la France. Le plus petit pays que la Guinée aujourd'hui est très important pour la France. Donc si la France pense qu'il est puissant, donc il va faire tout ce qu'il veut dans le monde, ça va le rattraper. D'accord. Alors nous passons à une autre articulation dans cette émission. C'est une information qui domine également l'actualité internationale. Le sommet de Hanoï au Vietnam prévu avant donc la fin de ce mois entre le président américain Donald Trump et le président nord-coréen Kim Jong-un. La dénucléarisation donc de la Corée du Nord sera évoquée lors de ce sommet. Quel intérêt d'abord pour les États-Unis, ensuite pour la Corée, pour le reste du monde, monsieur Nedro, rapidement. La Corée du Nord devient une menace pour les États-Unis depuis très longtemps. Très longtemps, parce que, et d'autant plus qu'aujourd'hui, elle est en train de développer des missiles haute portée, très grande portée, qui peuvent toucher aujourd'hui le territoire américain, et avec des essais nucléaires qui se sont quand même faits ces derniers temps. Donc c'est une menace pour les États-Unis, que ce soit à l'extérieur, puisqu'il y a des champs, des troupes américaines qui sont non seulement au Japon, en Corée du Sud et tout ça, donc des bases très importantes pour les États-Unis par rapport à leur hégémonie internationale qui se pose. Donc ça, c'est une menace d'abord. Et il y a aujourd'hui maintenant une menace directe de la Corée du Nord sur quelques États. Donc à partir de là, il était important pour les Américains de pouvoir convaincre Pyongyang de revenir sur sa décision de faire forcément des armes nucléaires. Mais ce qui est important, moi ce que je relève dans ce conflit, c'est l'intelligence du président Trump, qui a cette façon aujourd'hui de régler des sujets internationaux qu'on n'a jamais vu et qu'on appelle aujourd'hui la tweet diplomatie ou la diplomatie tweet. Parce qu'aujourd'hui, il s'assoit, il essaie de mettre une certaine pression sur les adversaires à travers, en augmentant, j'ai envie de dire, une sorte de crise virtuelle sans pareil, sans précédent. Et après, à la suite de ce qu'il a mis cette pression à Pyongyang, Pyongyang est revenu quand même à la table de négociation, mais il y a une réalité qu'il n'y a pas encore eu de mesures concrètes de la part des Coréens du Nord pour dire aujourd'hui nous on détruit nos missiles, aujourd'hui on veut plus faire ceci. Donc parce que derrière Pyongyang, il faut voir également le bras bien entendu caché de la Chine, qui utilise aujourd'hui la Corée du Nord comme un instrument de négociation face à ces négociations que nous voyons, les négociations économiques qui se jouent actuellement entre les États-Unis et la Chine. Donc tout ceci, comme il a dit tout à l'heure, tout ceci, c'est comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, ce ne sont que des guerres qui se font voir, et c'est un peu des synonymes de la guerre froide qu'on avait avant, qui se font voir et qui se déplacent de terrain, soit des terrains militaires, des terrains politiques, soit des terrains économiques. Et là, avec eux, on est sur un terrain économique. Merci à vous, monsieur Serge Nedro. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Un dernier tour de table, vos différents derniers mots sur ces différents sujets rapidement. Avec vous, monsieur Lo. Il y a une question que j'avais commencé, que je n'avais pas terminée et je voulais éclaircir. Rapidement. Déjà, les 5 candidats qui sont là, les 4 ont le même résultat. Et ça, c'est important. On est 5. Nous tous, chacun était dans son côté. Et après les élections, les 4 s'accordent sur un résultat. Il y a une seule personne, qui est le président sortant, qui dit non, les résultats que les 4 ont, ce n'est pas le résultat que moi je vais faire. Donc du coup, vous voyez, quand même, il y a un problème. Ça, c'est un. Maintenant, deuxième chose, à Dakar, au Sénégal, il y a 6 grandes régions. On veut dire ici Dakar, la région de Touba, c'est-à-dire la région de Diourbel, la région de Ziguinchor, la région de Saint-Louis et la région de Thiès. Et dans tous ces 4-là,
dans toutes ces 5 régions-là, je peux dire quand on fait le cumul entre Ousmane Sonko et le président Idrissa Seck, qui sont en avance sur le président Macky Sall. Donc comment le président Macky Sall, vu aussi que dans tout l'extérieur, on lui a gagné là-bas, comment il peut dire qu'il va gagner ces élections au premier tour? Donc moi, ces 2 points-là, je pense que c'est 2 points très importants. Donc pour moi, ces élections-là, qu'on le veuille ou non, il y aura un deuxième tour. Peut-être il accepte et que ça se fera de manière pacifique, on est un deuxième tour. Qu'il n'accepte pas, ça se fera de manière un peu bras de fer, et il va l'accepter en fin de compte. Parce que le Sénégal ne va pas accepter quand même, après autant de forcing, que cette fois-ci que ça passe, parce que cette fois-ci, si ça passe, c'est que ça va se répéter et ça va se répéter encore. Donc je termine pour dire, je pense, j'ai de l'espoir. Parce que les Sénégalais, dans le majeure partie, c'est des grands hommes. C'est des hommes qui, face à l'histoire, pourront prendre des décisions majeures et faire le contraire de ce que tout le monde pense. Donc je pense, moi, d'ici demain, on aura quand même quelque chose de plus pacifique et que le deuxième tour se fera sans problème. Merci à vous, Monsieur Lo. Monsieur Jean-Christian Hassien, dernier mot. Alors, ce que nous pouvons dire sur la situation au Sénégal, c'est que c'est vrai que la sortie du Premier ministre sénégalais ressemble aujourd'hui à un hold-up électoral, quand même, on peut le dire. Mais je pense qu'on attend les résultats pour pouvoir se prononcer et pour que la justice, disons, dise son droit et que ce qui doit arriver arrive. Voilà, il ne faudrait pas qu'on rentre dans des polémiques et tout en attendant les résultats. Et nous n'avons qu'à espérer en fait le meilleur pour le Sénégal et pour les populations sénégalaises. Et rapidement, un dernier mot sur le cas de la Côte d'Ivoire, la grève des enseignants. Je pense quand même, nous espérons aussi que le gouvernement ivoirien va entamer des procédures de négociation avec les syndicalistes et les professeurs pour que des solutions soient trouvées, parce qu'il ne faudrait pas que l'éducation nationale puisse stagner de cette façon. D'accord. Merci à vous, Christian Hassien. Dernier mot, monsieur Serge Nedro. Je voudrais quand même revenir sur le cas du Sénégal, qui j'ai envie de dire, est un pays particulier parce que le Sénégal s'est toujours reposé sur un système politico-religieux très important. Ça, c'est un aspect particulier du Sénégal et qui a toujours sauvé le Sénégal. Et c'est pour cela que le candidat Ousmane Sonko a dit, hier, je crois bien pendant la conférence de presse, il a dit, j'en appelle aux chefs religieux afin qu'ils puissent parler au pouvoir en place pour qu'on n'en vienne pas à des troubles ou à une crise post-électorale. Donc, je pense que le chef de Touba, c'est ça, le chef de Touba, le calife de Touba, c'est ça, aura forcément son mot à dire, et c'est comme ça que ça s'est toujours passé au Sénégal. Lorsqu'il y a des grandes crises, les chefs religieux qui sont vraiment craints des populations et qui sont des hommes qui ont une parole quand même au-delà de la position étatique, pourront calmer le jeu, et c'est ça aussi l'espoir peut-être du Sénégal que les autres peuples n'ont pas. Et partant de ce fait, je veux dire que donc on pourrait quand même trouver un lendemain meilleur. On ne va pas voir le Sénégal du jour au lendemain connaître une crise post-électorale très longue, parce que la société sénégalaise est ancrée dans une position religieuse qui peut être vraiment un instrument de paix et un instrument de règlement à l'amiable de cette crise qui s'annonce. Deuxièmement, je voudrais dire que par rapport à ce qui se passe sur l'échiquier national de ivoirien, la crise, on demande forcément qu'il y ait une négociation, que chaque partie puisse s'entendre, parce que ce qui est au milieu et qui est difficile, c'est les étudiants, c'est les élèves et c'est la population, c'est la jeunesse. Et c'est ça le plus important. Donc chaque partie doit quand même revoir cela et mettre en avant ses étudiants, ses élèves, pour ne pas qu'on en arrive à une année blanche. Aujourd'hui, quand même, tout le monde parle d'année blanche, ça fait pratiquement un mois et quelques, un mois et demi, qu'on va vers une crise qui ne dit pas son nom. Donc il faille que ce soit les gouvernants, que ce soit les syndicalistes, ou que ce soit les associations, il faut que tout le monde s'assied autour d'une table et trouve vraiment une solution à l'amiable pour que l'école ivoirienne puisse décoller. Et bientôt on aura des examens et il faut aller très vite avec cela. Et je pense que si chacun main de l'eau, j'ai envie de dire comme le dit, dans son vin, et revoit un peu sa copie et privilégie la jeunesse, surtout ceux qui vont à l'école,
je pense que ça va plus régler cette situation et on va s'en sortir de toutes les façons. Merci à vous, Monsieur Nedro. Je rappelle que vous êtes spécialiste en économie et politique internationale. Merci aussi à vous, Monsieur Lo, opérateur économique, représentant du parti PASTEF en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Jean-Christian Astet, journaliste à First TV. Merci de nous avoir suivis. Cette édition tire à sa fin. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Au cœur du monde sur First TV Africa. Actualité, débat, société, reportage, analyse, sport, culture. First TV Africa vous plonge au cœur de l'information africaine et internationale. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Africa. First TV Afrique, l'essentiel de l'actualité africaine et internationale. First TV Afrique, l'essentiel de l'actualité africaine et internationale. First TV Afrique, l'essentiel de... Soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés.